Je vais vous présenter quelques algorithmes que j'ai testés et étudiés sur deux problèmes. Donc l'idée de base, c'est voilà. Les nombres premiers, c'est une lapalissade, hein, mais il faut toujours commencer par quelque chose de vrai. Donc les nombres premiers en crypto sont à peu près partout, même dans les courbes elliptiques. Et ils ont une telle place aujourd'hui qu'il existe un grand nombre de tests de primalité pour générer, on va dire, ce qu'on appelle une quantité industrielle de nombres premiers. Hein, je pense que si on voulait s'amuser à calculer, chaque année, il y a probablement quelques dizaines à centaines de milliards de nombres premiers qui sont générés, donc ça fait du temps CPU partout. Et de l'autre côté, vous avez... Bon, c'est pas le Graal de la théorie des nombres, mais presque, le problème de factorisation. Donc le problème de factorisation est considéré comme un problème difficile, mais c'est un problème qui a un statut particulier parce que on sait prouver qu'un nombre est premier de manière polynomiale. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'algorithme AKS. Donc ça a été découvert en 2002. C'est devenu depuis un des résultats considérés comme les plus importants des 30 ou 40 dernières années. Ça a été fait en deux étapes. Une première étape faite par des étudiants en 2000-2001 qui se sont amusés à ce que j'appelle regarder des algorithmes qu'on considère comme exotiques, c'est-à-dire l'école majoritaire dans la recherche du sujet ne regarde pas vraiment ces choses-là parce que ça ne les intéresse pas, parce que c'est pas dans l'air du temps. Et ils ont découvert un algorithme probabiliste qui utilisait des polynômes. Ça a été repris par un des deux étudiants en thèse de master. Et donc là, on a un résultat qui est considéré comme une des pierres diamantaires de la théorie des nombres algorithmiques, qui en fait, au départ, était une idée d'étudiants qui sont allés voir le prof en disant « Tiens, on aimerait bien faire un projet sur ce truc-là ». Et donc la distinction entre primalité et factorisation est très intéressante parce que prouver qu'un nombre est premier, ça se fait en un temps polynomial. Factoriser, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas son statut, on ne sait pas s'il est NP complet, pas NP complet, on sait juste qu'il est dans NP. Bon, ça, c'est facile. Mais généralement, ce sont deux problèmes qui sont présentés comme totalement dissociés et différents. Et donc moi, je me suis posé une question bête et méchante. La question, c'est si vous donnez un nombre qui n'est pas premier, donc vous savez qu'il n'est pas premier, vous prenez par exemple une clé RSA et vous demandez à un test de primalité de tester ce nombre. Vous allez avoir normalement, sauf si votre clé RSA a vraiment été calculée pour bloquer, on va dire, les tests de primalité. Alors ça existe, mais c'est un autre sujet. Ce qu'on appelle des clés, on va dire, préfabriquées sur mesure pour faire des choses bizarres. Donc on peut se poser la question de savoir... Est-ce que le résultat du test de primalité peut me donner des informations, par exemple, sur les facteurs? Et encore mieux, est-ce qu'il serait possible d'utiliser le résultat donc négatif du test de primalité pour factoriser le nombre? Alors ça, c'est une question que je me suis posée il y a déjà quelques années. Et puis tout doucement, il y a quelques mois, je me suis remis, grâce à une discussion avec Jean-Jacques Huscater, à ce problème. Et donc j'ai trouvé deux algorithmes assez marrants qui, sous réserve évidemment, factorisent d'une manière, je vais le dire tout de suite, que je ne comprends pas moi-même encore très bien. Je sais pourquoi ça marche, mais je n'arrive pas à prédire quand est-ce que ça va marcher. Alors donc, que va-t-on présenter? D'abord, on va rappeler brièvement quelques tests de primalité, surtout ceux qui m'intéressent. Par exemple, on va rappeler, parce que c'est un résultat qui est très peu connu, je m'en suis rendu compte dans un colloque au mois de janvier aux USA où tout le monde a sursauté quand j'ai dit, mais suite à une conférence, j'ai dit, mais les nombres de Kerr-Michael, c'est très facile à factoriser, c'est pas un problème quand on doit les filtrer. Et là, tout le monde m'a dit, comment ça? C'est démontré dans un bouquin que j'aime bien, j'avais trouvé une autre démonstration d'ailleurs, et c'est totalement lié à l'idée des algos de factorisation que je vais présenter. Donc on a deux algos aujourd'hui. Il y en a un qui utilise les polynômes du test de primalité AKS. Alors je dis qui est style folklorique, ça veut dire que pour l'instant, honnêtement, il n'est pas efficace. Par contre,
Dans sa version probabiliste, comme on verra, il est capable de calculer rapidement un facteur. Dans sa version complète, il est extrêmement lent. Le seul intérêt, c'est qu'il montre qu'on peut aborder le problème de factorisation d'une autre manière. Et je ne désespère pas de le transformer en un algorithme, on va dire, raisonnablement efficace. L'autre utilise un très vieux test de calcul de racine carrée. Donc les calculs de racine carrée sont très faciles quand vous faites ça modulo un nombre premier. C'est un problème assez facile à résoudre. Et sont considérés aussi difficiles que la factorisation si votre nombre est composé. Et donc l'idée que j'ai eue, c'est de prendre un nombre composé, de faire exactement comme s'il était premier. Je calcule une racine carrée, et on verra que des fois ça marche. Et pour le dire brièvement, être capable de calculer une racine carrée modulo un nombre composé, c'est pratiquement équivalent à factoriser. Alors quelques rappels, pourquoi ça devient intéressant de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul à le partager. Pourquoi ça devient intéressant de regarder d'autres stratégies pour la factorisation? C'est qu'en fait l'algorithme NFS, donc Number Field Sieve, hein, le vainqueur depuis à peu près une vingtaine d'années de tous les concours de factorisation, en fait il patine en ce moment, il est en train de stagner. Son dernier record sur une clé RSA, donc choisie par le laboratoire de recherche de la société, c'était de 768 bits. Il y a eu 2 ans de calcul. Donc on se disait, bon, en admettant que ça double le temps, d'ici 2014, on devrait avoir le record suivant à 896 bits, qui est déjà conséquent. Je rappelle qu'une grande partie des échanges sur le réseau SWIFT interbancaires sont encore utilisés avec des clés de 512 bits. Et puis on attend et le record ne tombe pas. Donc on avait prédit que une clé RSA de 1024 bits pourrait tomber avec cet algo en 2030. Je pense qu'on peut pour l'instant repousser un peu. Il se passe quelque chose là, l'algo est peut-être en train de montrer ses limites. Encore que il est possible que ce mois-ci on annonce un nouveau record. Alors les tests de primalité. Longtemps avant l'arrivée des mathématiques, ou en tout cas de la théorie des nombres en crypto, c'est un problème qui fascinait énormément de gens. Il y a des centaines d'articles qui ont été publiés avant 1914 sur ce problème. Et on peut les distinguer en 2 grandes catégories. Vous avez les tests déterministes. Donc le résultat est sûr. Soit le nombre est premier, soit il ne l'est pas. On ne les utilise pas en crypto à cause de leur lenteur, disons-le tout de suite. Hein. Ça serait impossible de générer 1 million de clés RSA par jour avec ces algorithmes-là, puisqu'il faudrait dans certains cas plusieurs jours pour en calculer une. Et donc on s'est rabattu sur les tests de primalité qu'on appelle probabilistes. Donc le plus simple c'est Fermat, on verra pourquoi on ne l'utilise pas. Après il y a eu Solovey-Strassen dans les années 76, c'était encore juste avant, sauf erreur de ma part, juste avant la publication de RSA. Donc c'était encore considéré comme totalement inutile. Après vous avez Miller-Rabin, j'en ai loupé 1 ou 2 entre les deux qui sont tombés en désuétude. Et puis un des derniers publiés avant AKS, j'ai décidé de terminer la liste après la publication de l'algorithme AKS en 2002. C'est un algorithme d'une chercheuse qui s'appelle Muller et qui a eu l'idée de dire, pour tester si un nombre est premier, on pourrait très bien résoudre le problème de racine carrée modulo ce nombre, et puis vérifier qu'on a bien trouvé une racine carrée. Si on trouve un contre-exemple, ça veut dire que le nombre n'est pas premier. Donc pour moi, ce sont plutôt des tests de non-primalité plutôt que de primalité. Et puis la traduction, alors en français, en anglais c'est très bien, parce que la traduction de test de primalité, primality test, ça ne devrait pas se traduire par test de primalité, parce qu'en fait votre nombre passe une épreuve. Il passe l'épreuve, on considère qu'il est premier. Donc c'est pas un test, c'est une épreuve. On peut très bien avoir des nombres qui ne sont pas premiers et qui passent les tests de primalité. Alors les tests probabilistes sont super rapides, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est globalement ce qu'on trouve dans la quasi-totalité des bibliothèques du marché, de OpenSSL à PolarSSL en passant par toutes les autres, mais ils peuvent se tromper. Alors, il faut être réaliste. Hein. Si vous trouvez par hasard un nombre que votre logiciel préféré de génération de noms premiers considère comme premier et qu'après vous vous rendez compte qu'il ne l'est pas, bravo,
Vous avez trouvé quelque chose d'extraordinaire, amenez-le moi tout de suite et sauvegardez tout votre PC, touchez plus à rien, venez avec, je vous rachète votre PC. Juste pour comprendre ce qui se passe, parce que là vous êtes tombé sur une perle. Alors le petit théorème de Fermat, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il y avait un S à théorème, qui c'est qui m'a écrit tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Il est pas là. Oui, parce qu'il y en a deux en fait. Alors vous avez la version nombre, si n est plus grand que 2, et que je prends un entier qui n'a pas de facteur commun avec n, donc en anglais coprime, je calcule la puissance n-1 et je vais tomber sur 1 modulo n. C'est facile à démontrer. On peut même démontrer que généralement il existe ce qu'on appelle un ordre un peu plus petit, mais le petit théorème de Fermat nous suffit largement. Vous avez sa variante, et j'ai volontairement ici changé la puissance, parce que ce qui se passe en haut, c'est que A est premier avec n, du coup on doit prendre la puissance n-1. Mais si vous multipliez des deux côtés par A, vous avez l'équivalent A puissance n égale A modulo n, ce qui ne demande plus que A soit premier avec n. Donc il y a deux variantes, et là vous avez une variante polynomiale qui est très jolie, et qui dit que ce polynôme à gauche, x plus A puissance n, va être égal à xn plus A modulo n, si c'est vrai pour tout A premier avec n, alors n est premier. Alors le problème évidemment c'est for all A coprime, ça fait un peu cher comme test, mais c'est un test polynomial, c'est ça qui est intéressant. On change de catégorie. Donc évidemment c'est si j'ai ceci, alors n est premier. Donc on peut dire que c'est un prédicat. A implique B. Le problème c'est que non B implique non A et que du coup en français ça s'appelle comment? L'inverse est faux. On peut très bien trouver un nombre A pour certains n composés, exemple 15, qui vérifie ce qu'on va appeler l'égalité de Fermat, ce qui ne prouve pas que le nombre est premier. Donc si vous tombez sur A puissance n-1 égale 1 modulo n, et que vous n'avez pas d'information sur n, vous ne pouvez pas en déduire que ce nombre est premier. Donc on a transformé ça en je vais recommencer en espérant que si le nombre est vraiment premier, j'aurai pas de problème, et si le nombre n'est pas premier, je vais tomber sur quelque chose qui me dit non, c'est différent de 1, donc il n'est pas premier. Donc en fait, ce qu'on cherche quand on fait un test de primalité, c'est à prouver que le nombre est composé. C'est ce que je dis souvent, c'est plus un test de composition que de primalité. Donc un extrait de... Ça va être Crandall et Pomerance celui-là. Donc il existe une infinité de nombres composés pour lequel l'inverse du théorème de Fermat est as fast as possible, c'est-à-dire tout le temps faux. Ces nombres vérifient A puissance n-1 congruent à 1 modulo n pour tout tas qui vérifie PGCD de AN égale 1. Et quand c'est le cas, c'est-à-dire que c'est vrai, quand c'est vrai pour tous les A, on appelle ces nombres des nombres de Kerr-Michael. Le plus petit est égal à 561. C'est un résultat assez connu. Alors pendant longtemps, on s'est posé la question, est-ce qu'il en existe une infinité ou pas? Parce que si on a un nombre fini, ça réglerait le problème. Malheureusement, il en existe une infinité. Ça a été démontré en 94. Et en fait, ce sont des nombres qui gênent les tests de primalité, alors que moi, je vais vous montrer qu'ils sont très intéressants pour factoriser un entier. Donc, quand vous avez un nombre A pour n composé, vous trouvez un nombre A qui vérifie ce qu'on va appeler l'égalité de Fermat, on va dire que c'est un pseudo-premier. Il faut aller le catégoriser. On les appelle aussi des nombres des pseudo-premiers de Fermat ou des menteurs. Moi, je préfère dire des menteurs. Donc en fait, il y en a un nombre qui dépend de PGCD de P-1, N-1 pour tous les premiers P qui divisent N, donc c'est le produit de tous les PGCD. Donc si vous prenez une clé RSA standard, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Si vous arrangez pour que PGCD de P-1, N-1 soit égal à 2 et PGCD de Q-1, N-1 égale 2, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Ça arrive. Vous pouvez aussi construire des nombres tels qu'il y en ait beaucoup. Et évidemment, ça pose la question de savoir comment les clés RSA que vous avez utilisées ont été calculées. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez faire confiance dans la personne qui les a réellement calculées? C'est ça, en fait, qu'il y a quelquefois derrière ce genre de questions. Et j'ai mis la définition exacte d'un nombre de Kerr-Michael qui rejoint évidemment celle qu'on a vue sur le transparent précédent. Et donc, on a ce qu'on va appeler le test de Fermat. Je vous rassure tout de suite, on ne l'utilise pas, c'est un outil plus pédagogique qu'autre chose. Alors que concrètement, la probabilité que vous tombiez sur un nombre n
composée qui passe le test de Fermat, s'il n'a pas été calculé exprès, elle est très très faible, mais les mathématiciens sont comme tout le monde, ils sont quelquefois suspicieux. Donc l'idée c'est de dire je prends un nombre A, indice I, pour dire qu'on fait T boucle de I égale à 1T, je choisis au hasard entre 2 et n-1, je calcule A indice I puissance n-1, je modulo n, je regarde si c'est égal à 1, si c'est égal à 1, bah, je continue. Dès que je tombe sur un nombre qui est différent de 1, je sais, j'ai prouvé que le nombre est composé. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une épreuve. Vous prenez un nombre au hasard que vous allez générer. Vous lui faites passer généralement des petits tests de primalité, genre on va essayer tous les nombres premiers inférieurs à 10 000 ou inférieurs à 100 000 si vous êtes courageux, juste pour éliminer les nombres qui sont divisés par 3, 5 et 7, qui sont assez nombreux quand même. Et si votre nombre sort de cette épreuve sans avoir rencontré un A puissance n-1 différent de 1, on va dire qu'il est probablement premier. De mon point de vue, même si c'est pas expliqué de cette manière dans les bouquins de crypto, c'est un algo qui marche très bien si vous prenez T assez grand. C'est-à-dire que si vous prenez T égale 20, 30 ou 40, encore une fois, si votre nombre a vraiment été choisi au hasard, vous sortez de cette épreuve avec un nombre qui n'a pas rencontré de témoins de non-primalité, vous pouvez considérer humainement qu'il est premier. Mais les algorithmiciens ont considéré que c'était pas bien à cause des nombres de Carmichael. Donc on arrive au test de Miller-Rabin. Alors celui-là est très intéressant parce qu'il est lié justement au problème de racine carrée. Donc j'ai un nombre A dans ZP, donc entre 1 et P-1, et je veux résoudre x carré égale A modulo P. Donc si A égale 1, P est premier, c'est ce qu'on appelle les racines triviales. Il n'y a que 2 racines. Pour chaque facteur premier, il y aura 2 racines. Donc là, j'ai qu'un seul facteur premier, et donc j'ai 2 racines 1 et moins 1. Alors comment on démontre ça? Je pose x carré congrue à 1 modulo P, je fais x carré moins 1 moins 1 c'est égal à x moins 1 fois x plus 1, le produit devient égal à 0 modulo P, donc P divise le produit de gauche, vu que c'est la propriété d'être congru à 0 modulo P qui l'entraîne. Donc x est congru à plus ou moins 1 modulo P. Donc si n est premier, et je décompose n-1 en 2 puissance s fois d, donc d ici c'est une convention, hein, c'est le plus grand s, la plus grande puissance de 2 que je peux prendre, et donc le d qui reste est impair. Donc dans ce cas-là, on peut démontrer que a puissance d est congru à 1 modulo n. Alors l'intérêt c'est que d est plus petit, donc le test est beaucoup plus rapide, et je dois trouver au moins une fois le nombre moins 1 dans la suite des éléments a puissance 2 puissance r fois d. Comme vous avez déjà calculé a puissance d, en fait ici, algorithmiquement c'est assez rapide, il suffit d'élever au carré. Et je dois tester ça pour tous les entiers R compris entre 0 et S-1. Le 2 puissance 0, vous l'avez fait à l'étape 1. Et globalement, on va se servir de ça pour définir ce qu'on appelle le test de Miller-Rabin. Donc, si je trouve quelque chose qui est différent de moins 1 pour tous les entiers, mon nombre est composé. Je ne sais toujours pas comment le factoriser, mais au moins je sais qu'il n'est pas premier. Et donc on va dire que A est en anglais un compositeness witness, donc un témoin de non-primalité. Alors ce test est redoutablement efficace parce qu'en fait on a démontré que la probabilité d'échec est inférieure à un quart à chaque itération. Donc si vous faites T, donc 10 par exemple itérations, 10 tests, vous allez avoir une probabilité supérieure à 1 moins 1 sur 4 puissance 10, qui est assez proche de 1, que votre nombre soit réellement premier et non pas probablement premier. Et c'est globalement le test qu'on utilise dans la quasi-totalité des bibliothèques professionnelles. Je dis bien professionnelles parce que cette année j'ai demandé, un peu comme l'année dernière, à mes étudiants du cours de crypto, de faire un projet qui consistait à aller prendre leur bibliothèque préférée et à aller regarder comment les nombres premiers étaient générés. Et on a découvert des choses très 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 bizarres qui sont très chères et quelquefois un peu, à mon avis, fausses d'ailleurs. Alors, donc ça donne ça, hein, je décompose n-1 en 2 puissance SD. Je répète, alors là j'ai fait une petite astuce, c'est que là je vous ai montré la version qui devient déterministe si on admet ce qu'on appelle la GRH, c'est Generalized Riemann Hypothesis.
Donc c'est une hypothèse qui généralise l'hypothèse de Riemann, disant que les zéros de la fonction θ sont tous sur la droite partie réelle égale 1,5. Si cette hypothèse de Riemann généralisée est vraie, et de ce point de vue-là, beaucoup de mathématiciens pensent quand même qu'elle est vraie, du coup ce test devient déterministe, c'est-à-dire qu'à la place de dire je prends t itérations, j'ai juste à prendre, alors soit vous l'enlevez parce que si votre nombre n est très grand, ça disparaît. Donc si mon test est vérifié pour tous les entiers de 1 à 2 log de n carré, et 2 log de n carré c'est super parce que c'est pas très grand, alors votre nombre n'est pas probablement premier, il devient premier. Mais encore une fois, ça gêne les mathématiciens parce que le théorème dit si l'hypothèse de Riemann généralisée est vraie, alors ce test est déterministe. Donc on peut avoir confiance dans le test de Miller-Rabin, c'est pour ça qu'il est utilisé dans OpenSSL. Alors, le test de Fermat est toujours violé par les nombres de Kerr-Michael. Donc ça c'est embêtant. Alors j'avais proposé dans la conf à laquelle j'ai participé de dire bah, finalement si ça gêne autant que ça, on n'a qu'à factoriser le nombre avec l'hypothèse est-ce que ce nombre est de Kerr-Michael, j'ai le droit de faire l'hypothèse, je factorise et si j'arrive à le factoriser, il n'est pas premier. Et c'est là où on va montrer pourquoi c'est si facile de factoriser un nombre de Kerr-Michael. Alors, donc le nombre de Kerr-Michael vérifie pour tous les entiers vérifiant PGCD de n égale 1, donc pas de facteur commun avec n, a puissance n-1 congrue à 1 modulo n. Bon, ok. Donc, ça veut dire que je peux trouver facilement un nombre qui vérifie a puissance k différent de 1 ou de moins 1, et a puissance de k égale 1. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, si je prends le nombre a puissance k, j'ai b carré égale 1. Mais b carré égale 1 modulo n, ça me donne deux choses. N divise b plus 1, b moins 1, vous vous rappelez comment on a fait tout à l'heure, hein, b carré égale 1 modulo n, je fais passer le 1 à gauche, je factorise x2 moins y2 en fait. J'obtiens que n divise b plus 1, b moins 1, mais b est différent de 1 et de moins 1, donc n ne peut pas... Ah oui, n ne peut pas diviser b moins 1. Il y a un truc qui marche pas, attendez. Gna, gna, gna. Il y a un bout de la phrase qui n'est pas vrai. Donc n divise b-1 fois p plus 1. Ok, gna 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 gna. Donc j'ai un PGCD de b-1 et de n qui est différent de 1. Et donc j'ai trouvé un facteur de n. Du coup, c'est assez bizarre parce que ça vous dit j'ai plein de faux témoins de primalité, des menteurs, ce qu'on appelait des nombres de Fermat pseudo-premiers. Mais alors du coup, comme ils sont tous menteurs, trouver un A qui vérifie ces deux hypothèses, 1 et 2, c'est très facile. Pratiquement, vous prenez A égale 2, puis vous continuez jusqu'à ce que vous arriviez. Et à un moment donné, vous allez factoriser assez rapidement, parce que vous avez globalement un PGCD à faire, et deux exponentiations, et vous trouvez un facteur de n. Donc la question c'est, là, tous les nombres sont menteurs. Maintenant, si je prends des nombres qui ont une grande partie des entiers de 2 à n-1 qui sont menteurs, mais pas tous. Avec un peu de chance, je peux peut-être factoriser ce nombre. C'est-à-dire que je vais utiliser les menteurs qui me donnent a puissance n-1 congrue à 1. Et pour moi, cette équation est fondamentale dans la factorisation. Et on pourrait le faire. Malheureusement, il faut les trouver, ces menteurs. Et quand vous n'avez aucune information, ça veut dire qu'il faut scanner tout l'ensemble jusqu'à P-1. C'est pas très intéressant. Donc on s'est dit, tiens, on va faire autre chose. Alors on switch sur le test de primalité AKS, que je ne présente pas en détail, hein, parce qu'il est assez long à présenter. Ça, c'est un extrait de la page Wikipédia qui est très bien faite d'ailleurs. Donc, l'avant-dernière phrase est importante. Cet algorithme détermine si un nombre est premier ou composé en un temps polynomial. Alors ce temps polynomial, ça c'est la version super optimiste. Elle est impraticable parce qu'en fait sa complexité c'est log de n puissance 11,5. Je le fais à la louche, hein. Vous prenez une clé, un nombre de 1024 bits. Log de n, ça fait 1024, ça fait 1024 puissance 11, ça vous fait 10 puissance 34,5, c'est impossible. Il va falloir plus que l'âge de l'univers en mettant tous les ordinateurs en contribution. Donc c'est un algorithme qui est théoriquement polynomial, il ne faut pas lui retirer cette extraordinaire qualité, mais qui est impraticable du point de vue industriel, et même d'ailleurs du point de vue... on va dire pratique tout court, quoi.
Vous prenez un nombre de 500 chiffres, vous ne prouverez pas qu'il est premier avec cet algorithme. Par contre, il a reboosté un petit peu la recherche sur les tests de primalité. Et depuis, on est tombé... Alors, on a une version non prouvée à log de n puissance 6. C'est pas mal. Ça fait quand même 10 puissance 16 au lieu de 10 puissance 34. On pense qu'il y a une version en log de n puissance 4 qui du coup serait elle beaucoup plus intéressante, mais elle bute sur des conjectures qu'on ne sait pas démontrer. Donc on retombe sur le truc, est-ce que on s'en sert comme test probabiliste ou pas? Et après on se mord la queue parce qu'on va pas prendre un test probabiliste qui vient d'un test déterministe parce qu'on ne sait pas prouver qu'il est déterministe dans ce cas-là. Il vaut mieux prendre un test probabiliste qu'on connaît bien, comme celui de Miller-Rabin. Et comment marche-t-il? Il reprend le polynôme qu'on a vu tout à l'heure dans la version polynomiale du petit théorème de Fermat, x plus a puissance n. Et puis les trois auteurs là, sont amusés à regarder les propriétés de ce polynôme quand on le prend modulo n. Je ne sais pas trop comment ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait des essais, est-ce qu'ils ont trouvé un article qui les a mis sur la piste, ou on a l'impression qu'ils ne veulent pas expliquer vraiment comment ils sont passés de la première idée à on va mettre ça en projet. Parce que c'est quand même assez intéressant de se dire, c'est un résultat assez ancien, la question c'est comment le transformer en test de primalité. Donc, ils se sont dit, finalement, calculer x plus a puissance n modulo n, c'est juste pas possible pour un n grand, puisque ça veut dire que vous devriez calculer le polynôme en entier. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas faire autrement. Il faut calculer le polynôme, même si vous faites de l'exponentiation rapide. La puissance, c'est pas ça qui est très compliqué. Vous allez faire log de n itérations en exponentiation rapide, c'est faisable. Même pour un nombre de 500 chiffres, ça fait, à tout casser, ça fait quelques centaines d'itérations. C'est tout à fait vraisemblable. Par contre, vous avez un polynôme monstrueux qui apparaît, c'est les puissances successives de x plus a, qui, elles, ne vont pas disparaître jusqu'à ce que vous arriviez à la dernière itération. C'est ça qui est énervant. Et donc, ils se sont dit, on va vérifier cette hypothèse dans l'item 3. On va prendre cette hypothèse, ce polynôme, et on va le calculer modulo un autre polynôme x puissance r-1 avec r qui est tout petit. Par exemple, vous prenez r égale 10, les polynômes qui vont intervenir seront tous de degré inférieur à 10. Là, du coup, le test devient très rapide. La question, c'est est-ce que vous perdez la propriété Est-ce que si ça est vrai pour un ensemble, alors le nombre est premier? Et ils ont trouvé que oui, avec 3 versions, je crois, de l'article. La version publiée, c'est la 3e. Ce qui est assez rare dans l'histoire, c'est-à-dire qu'avant de publier l'article a fait le tour du monde. Il y a plein de gens qui ont envoyé des commentaires. Les auteurs ont décidé de prendre tous ces commentaires et de les intégrer dans la version qui a finalement été publiée officiellement. Donc, ils ont démontré que, en choisissant bien le petit r, alors il y a deux contraintes. Il faut que r soit petit pour que ça soit rapide. Et il ne faut pas prendre n'importe quel R pour ne pas perdre la propriété de je veux un algorithme déterministe. Et donc si c'est vrai pour un petit R bien choisi, plus exactement pour une petite suite de petits R bien choisis, et pour un petit ensemble d'éléments, ce qu'on a appelé les petits A, donc ici on va l'appeler grand A, alors si cette congruence est vraie pour tous les éléments de cet ensemble grand A, le nombre est premier, de manière déterministe. Et ça c'est génial. Donc sa complexité initiale, quand je dis, j'ai enlevé le mot parce que original en anglais a un double sens, mais disons que la complexité de l'algorithme original, c'est log de n puissance 11,5, et même si c'est devenu un résultat, comme vous l'avez vu, qui a valu beaucoup de prix aux auteurs, ça reste toujours extrêmement cher. Alors on avance. Moi je me suis posé une question bête, en me disant, tiens, je vais donner à l'algorithme AKS un nombre qui n'est pas premier. Et au début, j'ai juste regardé, j'ai joué avec Mathematica, et d'un seul coup, je vois des choses bizarres, c'est-à-dire en fonction du fait que n soit premier ou pas. Si n est premier, évidemment, le résultat est conforme à ce que donne le théorème AKS. Mais si n n'est pas premier, on voit apparaître des trucs bizarres qui sont en fait des puissances de x dont l'exposant c'est un facteur. Et très souvent, en tout cas c'est vrai pour le premier terme, le coefficient c'est un autre facteur. Donc dans le cas extrême où n égale pq, évidemment ça vous fait penser à une clé RSA, quand je calcule ça modulo n, x plus a puissance n modulo n, et que je tronque,
avec la racine, ça c'est juste pour pas avoir les autres termes, j'obtiens ce truc très bizarre qui est que j'ai 1 plus q x puissance p. Donc j'ai factorisé en faisant apparaître, alors on ne s'affole pas, hein, cet algorithme est impraticable tel quel, c'est son grand dommage d'ailleurs. C'est très bizarre, donc j'ai commencé à poser la question à des amis à gauche et à droite qui m'ont tous dit ça doit être un cas bizarre, t'es tombé sur des nombres exceptionnels. Je dis mais ils sont pas exceptionnels, je demande à Mathematica de me sortir un nombre premier pas trop grand, je refais les tests et tout, puis au début j'ai vraiment trouvé ça bizarre. Tout doucement j'ai commencé à comprendre ce qui se passe. En fait si on vient en arrière, l'item 2 est un des lemmes très facile à démontrer, mais fondamental dans la preuve que l'algorithme AKS est à la fois déterministe et exact, c'est qu'en fait les CNK ils sont égaux à 0 modulo n si n est premier, pour tous les cas compris entre 0 et n strictement. C'est-à-dire qu'ils s'annulent tous, parce qu'ils sont tous des multiples de p. Et en fait ce qui se passe, pardon, ici, c'est que quand vous prenez un nombre qui n'est pas premier, bah ceux qui ne vont pas s'annuler, les coefs qui ne vont pas s'annuler, c'est ceux qui sont liés entre guillemets au facteur du nombre en question. Alors ça c'est assez marrant. Alors, montrons un exemple concret. Je prends 11 fois 23, ça fait 253. Je prends la racine. Alors pourquoi je prends la racine? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je peux prendre n'importe quel R. Je peux prendre R égale 2, R égale 13. Pourquoi je prends la racine de 15 pardon. Pourquoi est-ce que je prends la racine de n? Non? Bon, comme on n'est pas en avance, on va donner la réponse. En fait, pour n'importe quel nombre non premier, donc pour n'importe quel nombre composé, vous avez toujours un facteur qui est plus petit que la racine. Donc si vous prenez la racine, comme après je prends le modulo la x puissance r, je suis sûr que j'aurai au moins un des termes qui comporte un des facteurs, puisque je ne peux pas avoir 0. Hein, j'ai démontré qu'on ne peut pas avoir 0. Alors là, j'ai pris un exemple vraiment sympa. Hein, c'est que là, j'ai tronqué à x puissance 15 et j'obtiens exactement, une fois que j'ai juste calculé x puissance 1 puissance n modulo x puissance r par rapport à la variable x, je recalcule ça modulo n. Alors ça, je l'ai fait exprès, mais normalement, il vaut mieux le faire avant pour éviter de se trimballer des nombres un peu grands. Vous obtenez 1 plus 23 x 11 et rien d'autre. C'est-à-dire que les autres termes ont disparu, parce que le terme suivant c'est x puissance 22, 2 fois 11, et il a disparu parce que j'ai pris la racine carrée. Alors, c'est rigolo, funny, comme on dit en anglais. Alors pourquoi c'est impraticable? Parce qu'en fait, il faut calculer le polynôme modulo x puissance r avec r égale racine de n, et qu'aujourd'hui, même si j'ai accéléré par 1000 à peu près la vitesse de l'algorithme par rapport au premier jour où je l'ai codé, il faut entrelacer le modulo et le calcul de la puissance. Le truc, c'est qu'il faut, à un moment donné, vous avez un gros polynôme qui apparaît, et donc il est limité en fait par x puissance r. C'est-à-dire si vous prenez un r trop petit, ça va disparaître. Par exemple, si vous prenez r égale 10, bah, vous allez avoir 1, ça sert à rien. Et si vous prenez R grand, vous vous trimballez un polynôme qui devient juste assez monstrueux à calculer, même si vous entrelacez correctement les opérations d'exponentiation, donc de produit de polynômes et de modulo. Donc, comme moi j'aime bien comprendre les étapes d'un algorithme, je me suis dit, bon bah voilà, je trouve un algorithme qui techniquement sert à rien. Enfin, en tout cas, tant que j'ai pas trouvé un moyen de calculer le résultat sans exploser. Enfin, c'est même pas sans exploser. C'est vous ne pouvez pas avoir assez de RAM au disque dur pour juste écrire le résultat intermédiaire si vous prenez un nombre à 1024 bits. Néanmoins, sur des petits entiers, on peut afficher tout le résultat intermédiaire. Et là, il se passe des choses bizarres, que j'avoue, hein, je suis totalement incapable d'expliquer aujourd'hui. Mais voilà ce que je me suis amusé à observer. Donc je dis, bah voilà, ma RAM est limitée comme celle de tout le monde, donc je ne vais pas calculer x plus a puissance n, je vais dire à mon logiciel, bah tu calcules les étapes intermédiaires de l'exponentiation rapide tant que tu as de la place en mémoire. Alors avec Mathematica c'est bien, vous n'avez même pas besoin de lui dire, vous lancez le calcul et quand sa RAM est pleine, il fait kernel dead. Et vous avez les résultats que vous vouliez. Et on voit apparaître des choses bizarres, c'est-à-dire qu'on prend la liste des coefficients des polynômes intermédiaires, on regarde, c'est pour ça que je les appelle exotiques, hein, parce qu'ils sont vraiment bizarres. Je prends donc à l'item 2, là,
Il est où le laser là? Parce que il y a- Oui, mais c'est quel bouton? Ah oui. Ouais. Ah, pour moi, le rouge, c'était l'éteindre, mais bon. Donc, vous prenez le PGCD de tous les coefficients de ces polynômes intermédiaires avec n, et miracle, ça marche. De temps en temps. Ça marche pas tout le temps. Alors, il y a des nombres pour lesquels ça marche très souvent. C'est ça qui me reste à essayer de comprendre. Pourquoi, des fois, la factorisation apparaît rapidement. Et puis encore plus bizarre, c'est-à-dire que ce qui gêne, c'est le modulo R. Moi, je me suis dit, tiens, je vais prendre un R tout petit qui fait que je peux pousser le calcul jusqu'au bout, et je reprends la liste des coefficients des polynômes, et là, rebelote, on observe des choses assez intéressantes. Alors, donnons un exemple. Non, l'exemple, il est là. Où est-ce qu'il est, l'exemple? Ah, je crois que je l'ai sabré. Bon, c'est pas grave. Vous avez ici, donc j'ai fait exprès pour faire tous les calculs facilement, hein, 3 x 5, c'est 15,3, c'est 3 x 7 x 13. Quand vous le faites modulo 15, il reste 5, c'est-à-dire très exactement un des facteurs. Et donc ça, c'est une propriété qui généralise ce qu'on peut appeler le lemme AKS, là, sur les CNK qui sont congrus à 0 modulo n si n est premier. Et c'est lié en fait à l'identité de Newton, hein, x plus a puissance n est égal à ça. Donc c'est les CNI qui apparaissent, et si n est premier, tous les CNI disparaissent sauf le premier et le dernier. Si n n'est pas premier, les CNI ne disparaissent pas tous, et c'est là où apparaissent les facteurs. Donc une propriété originale de l'algorithme, c'est que si vous l'exécutez, si vous arrivez à l'exécuter en choisissant un R qui n'explose pas votre RAM, si vous trouvez 1 en sortie, ça veut dire qu'il n'y a pas de facteur plus petit que R, parce que sinon, il serait apparu dans le calcul. Alors, je ne sais pas encore comment trop utiliser ça. C'est peut-être possible d'avoir une version pour, par exemple, les nombres spéciaux de type Fermat ou autre. On pourrait peut-être s'amuser à faire des choses. Mais, bon, ok. L'idée, c'est de dire, 1, je passe au polynôme. Je fais des tests de primalité utilisant des polynômes. 2, j'essaie de trouver des algos de factorisation qui repose sur ces égalités polynomiales modulaires. Et j'en ai trouvé un autre, encore plus, de mon point de vue, étonnant. Donc, on reprend le problème de on reprend le problème de calcul de racines modulaires. Donc, ouais, j'étais un peu rapide là. Donc, je prends un A dans l'ensemble ZP, je fais l'hypothèse où je teste avec soit le symbole de Legendre ou le symbole de Jacobi que ce nombre est ce qu'on appelle un résidu quadratique, donc c'est un carré dans ZP, et je me pose la question de... Ah, pardon. Je me pose la question de résoudre l'équation R carré congru à A modulo P. Donc quand P est premier, vous avez 4 ou 5 algorithmes sur le marché qui ont chacun des propriétés et des inconvénients différents. Moi j'aime bien celui-là parce qu'il justement il utilise des polynômes, c'est pour ça que je l'ai testé. Alors je me suis rendu compte, mais après coup, que j'ai fait un choix heureux parce que je pense que si j'avais pris l'autre algo qui n'utilise pas les polynômes, j'aurais pas vu ce qu'on va voir apparaître. Et donc cet algo est assez élégant. Il dit on va chercher un entier t qui rend t carré moins 4a non quadratique. C'est-à-dire que ce n'est pas le carré d'un entier dans ZP. Donc c'est facile. Vous prenez t égale 2, vous essayez, ça ne marche pas. Vous prenez t égale 3, vous essayez. Et on peut montrer qu'il faut globalement, en pratique, 2 tests, puisque la probabilité d'échouer est égale à 1,5. Donc en gros, vous faites 4 tests, sauf si vous avez vraiment un manque de chance phénoménal. Vous allez trouver un nombre qui vérifie cette propriété. Donc t carré moins 4a, ça vient de x2 moins tx plus a, donc c'est juste le discriminant qu'on apprend en seconde ou en première. Ça a peut-être un peu changé par rapport à ma seconde à moi. Donc c'est b2 moins 4ac en fait, sur le polynôme x2 moins tx plus a. Et je fais quelque chose de très étrange, c'est-à-dire que je calcule la puissance de x, mais polynôme, donc variable muette, x puissance p plus 1 sur 2, modulo p, toujours, ça c'est obligatoire,
et modulo ce nombre, pardon, ce polynôme. Donc j'obtiens quelque chose de sympa, qui est que comme je prends un polynôme modulo x2 moins tx plus a, bah globalement j'aurai un polynôme linéaire. Du coup je tue le problème par exemple que j'avais dans KS avec mon polynôme qui explosait. Là j'ai pas de problème, j'aurai toujours ax plus b. Donc un polynôme linéaire, je peux faire ça sur des nombres qui ont des millions de chiffres, c'est pas un problème. Et cet algo est remarquable parce que si P est premier, bah en fait ce résidu là, vous allez trouver AX plus B, en fait vous allez avoir le A qui est égal à 0 et vous allez tomber sur un entier. Ça vous donne deux choses, que votre logiciel n'est pas buggé, a priori, et vous avez la racine carrée. Donc c'est génial, c'est un algorithme qui date de 1907 je crois. Il y en a un autre qui s'appelle celui de Tonelli qui date d'à peu près la même époque, c'est l'école italienne début du siècle. Il est rapide, on a juste à calculer ça, et il est malheureusement probabiliste à cause de ce petit truc ici qui dit je dois chercher un entier t tel que t carré moins 4a soit ce qu'on appelle un résidu non quadratique. Ok, modulo ça. C'est un algo qu'on trouve généralement dans tous les logiciels de calcul formel. Vous allez me dire quel rapport? Bah, encore une fois, je prends un nombre premier, je le donne à cet algo, je prends un nombre que je sais être un carré, un résidu quadratique, et je dis juste, vas-y, calcule-moi ce truc-là. Et ça donne à peu près le même algo, hein, sauf que cette fois-ci, je donne en entrée n non premier. Donc en sortie, j'aurai soit 1, soit n. Alors j'ai mis soit 1, soit n parce que je suspecte qu'il y a des fois quand même en over n. Mais en fait, normalement, comme vous êtes modulo n partout, a priori, vous ne pouvez pas tomber sur n. Donc c'est soit 1, soit un facteur de n. Donc je fais exactement la même chose. Hein. Je prends. Alors, on peut même être encore plus fainéant et dire je prends t égale 2, je fais mon truc et je regarde si j'ai un facteur. Si j'ai un facteur, j'arrête. Ça ne marche pas, je prends t égale 3. Donc j'ai peut-être même pas besoin de ça. Je peux dire que c'est un algorithme déterministe dont le temps d'exécution est lui probabiliste. Ok, je prends le polynôme résultant. Et alors là c'est bizarre parce que j'ai pas encore trouvé, même si je l'ai pas testé des milliards de fois, je n'ai pas trouvé d'exemple où je tombe sur un entier qui me donne une factorisation. C'est toujours un polynôme. Donc j'ai l'impression que le caractère, le résultat ici doit être un polynôme et pas un entier dans ZP, a l'air d'être important. Je calcule le PGCD et hop, j'obtiens ça, ça marche. Alors ça marche pas tout le temps évidemment, hein. Je vais pas tricher. Là j'ai trouvé un exemple sympathique. La moitié des nombres qu'on peut, enfin presque la moitié, plus de la moitié pardon, des nombres qu'on peut essayer fonctionnent. Pour les nombres inférieurs à 1000, c'est celui qui a le record. Donc j'ai pris 11 fois 59, donc j'ai fait des tas de tests et j'ai regardé combien de fois l'algo marche. Donc là, pour les entiers de 2 à 16, c'est-à-dire que je prends tous les entiers de 2 à 16, je leur donne, je les donne en entrée à l'algorithme de Chipola, c'est-à-dire celui-là. Facile. J'obtiens une factorisation, ce qui est assez étonnant. Après j'ai un trou à 17, 18. Ça recommence jusqu'à 28. J'ai un trou à 29, 30. Et puis ça marche comme ça jusqu'à 648. Donc ça veut dire que si je prends l'algo probabiliste, je choisis un A au hasard, je choisis un T au hasard, en 4 étapes, avec ce nombre-là, on factorise. Ça n'explique pas pourquoi ça marche. C'est juste pour l'instant une constatation. Par contre, c'est évidemment lié au nombre de Fermat pseudo-premier, donc au menteur. Sauf que là, la théorie vous dit qu'il devrait y en avoir beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors les questions qu'on peut se poser, c'est... je ne connais pas la complexité exacte de l'algorithme parce que je ne sais pas combien de fois je dois le faire, cette itération-là. Ça, je dois le faire plusieurs fois, jusqu'à ce que j'ai trouvé un facteur. J'ai essayé des exemples à 20 ou 30 chiffres pour lesquels, après quelques milliers d'itérations, donc de choisir A au hasard, j'ai obtenu une factorisation, mais là ça commence à coûter un peu cher. Et puis il y a des cas où ça marche tout de suite, comme ici, vous faites A égale 2, paf, ça marche.
Et donc vous voyez, là on obtient vraiment un polynôme alpha x plus bêta. Et vous avez un des deux qui donne le facteur. Donc il y a des propriétés exotiques comme le fait que quand je fais le PGCD, bah, je ne peux pas avoir les deux facteurs en même temps, évidemment. J'en ai toujours qu'un. De temps en temps, on tombe sur n. Bon, ça veut dire que ça ne marche pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise des algos de base qui sont très 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 faciles et donc très rapides. Alors évidemment, reste à expliquer pourquoi ça marche. J'en suis pas encore là. Alors en conclusion, j'aurais dû mettre yes entre guillemets. Oui, on peut factoriser des entiers en interprétant correctement les résultats de tests de primalité sur lesquels ils vont échouer. Et là, ce qui est intéressant, c'est à la fois les menteurs qui vont servir, mais aussi... Donc ça, c'est connu. Hein, le fait que a puissance n-1 égale 1 modulo n puisse servir à factoriser, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a 3-4 algos qui utilisent cette propriété. Nous, on l'utilise de manière différente. Il faudrait encore comprendre dans quel cas ça marche et dans quel cas ça marche pas. C'est-à-dire un critère simple qui puisse dire bah, ce nombre-là, ça va être trop long, c'est pas la peine d'essayer. Il y a aussi des cas, par exemple, pour multiplier le nombre n par un petit entier k, ce qui est très fréquent. Ça sert dans NFS, dans Quadratic Sieve, il y a plein d'algos, on fait ça, on multiplie par 2, par 3, par 5. Quand on cherche à avoir des relations intéressantes, ben on multiplie le nombre d'entiers en entrée. Donc là, ça marche aussi. Des fois, ça marche avec 2 fois n, alors que ça ne marche pas avec n. De mon point de vue, ça ouvre la question intéressante qui est que, encore une fois, dans la quasi-totalité des cours de ce qu'on appelle théorie computationnelle des nombres, ou théorie algorithmique des nombres, on vous dit primalité et factorisation sont deux problèmes totalement différents. Par exemple, dans un cours de crypto, on fait généralement un chapitre sur les tests de primalité. On ne parle que très rarement des algorithmes de factorisation, si ce n'est pour donner leurs limites. Moi, je pense que les deux problèmes sont un peu plus intriqués que ça, au sens classique du mot intrication. Et donc, la conjecture ouverte, c'est est-ce que le problème de factorisation est polynomial? Ce qui serait intéressant, même si à la limite, on va dire, il serait polynomial dans le sens de AKS, c'est-à-dire impraticable. Si vous dites, pour factoriser une clé RSA de 1024 bits, j'ai trouvé un algo en log de n puissance 20, la traduction concrète, c'est que vous ne pourrez pas l'utiliser. Je pense quand même que ça serait intéressant de voir la panique sur les gens qui utilisent ça. Alors, la complexité des algos, encore une fois, hein, c'est la complexité pour qu'ils se terminent. Chaque itération, que ça soit pour la version AKS de factorisation ou la version Chipola, elle est relativement connue. Hein, ça va de log de n puissance cube, ce qui est raisonnable, à log de n puissance 5, dans le pire des cas. Pour la petite histoire, Chipol, là, ça veut dire oignon en italien, enfin en Italie du Nord, et échalote en Italie du Sud. Voilà. Les quelques lectures dont je me suis servi, c'est vraiment des classiques, à part le dernier. Bach et Shalit, un des chefs-d'œuvre de la théorie des nombres algorithmiques des dernières années. Ça fait 15 ans qu'on attend le volume 2. Et là, ils ont mis une page web en disant lâchez-nous les baskets. Et à peine différemment, en disant les mecs, si on explique à chacun pourquoi on a pris du retard sur le volume 2, c'est pas ça qui va faire avancer les choses, alors arrêtez de nous en parler. Néanmoins, c'est assez agaçant, c'est que dans le volume 1, il cite des choses dans le volume 2, notamment sur la primalité, que j'aimerais bien lire quand même un jour. Et puis, un des chefs-d'œuvre absolus de ces dernières années, Prime Numbers. Je pense que si vous avez un jour eu un quelconque intérêt pour les nombres premiers, il faut avoir ce livre dans sa bibliothèque. Surtout qu'on le trouve en PDF dans sa version 2, gratos sur le web. Et pour la petite histoire, donc, Muller, Siguna, je crois son prénom, a publié en 2000 un article que je trouve très dense mais très intéressant sur justement faire des tests de primalité en calculant des racines carrées. Et elle a montré, mais c'était pas de bol, c'était juste avant AKS. Donc AKS a tué enfin pas complètement, mais un petit peu cette branche. Alors qu'encore une fois, hein, tant qu'AKS ne sera pas pratique, les algos de ce type-là sont super intéressants.
Et donc elle a montré qu'effectivement c'était juste 10 fois plus rapide que le test de Miller-Rabin en moyenne, que de prouver avec ces algos de calcul de racine carrée modulaire qu'un nombre était probablement premier, avec une caractéristique intéressante, c'est qu'il y a un des algos pour lequel on cherche toujours un contre-exemple. Ce qui me fait dire aujourd'hui qu'il y a peut-être des choses qui, là aussi, sont déterministes. Merci. Avez-vous des questions? Ça fait peur, hein. Bon, d'un point de vue algébrique, tout ce que j'ai présenté ne dépasse pas le niveau, à mon avis, de ce qui devrait être un bac plus 2, bac plus 3. Il n'y a rien de compliqué ici. Lisez les transparents à tête reposée, et si vous voulez des détails complémentaires, je pense que je serai encore là pour quelques années. Merci, pause.